Bonjour, je suis Dorcy Lugamba, l'auteur, le metteur en scène et le concepteur de Reste Suprême, qui est une œuvre plastique et performative qui essaie de répondre à cette question: et si les masques africains exposés dans les musées occidentaux se mettaient à parler, qu'auraient-ils à nous dire? Dorcy Rungaba, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps sur la BBC. Vous êtes le créateur des Restes suprêmes, extraordinaire représentation qui allie, je dirais, plusieurs arts, mais au-delà, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie, c'est tout mélangé. Revenons d'abord au nom de la représentation. Comment est-ce qu'elle était inspirée, les Restes suprêmes? Le titre lui-même a une double signification pour moi. Après, chacun aussi est libre d'en trouver d'autres déclinaisons. C'est surtout les restes d'une civilisation, parce qu'ici, on parle aussi d'un patrimoine africain, celui qu'on trouve dans les musées occidentaux, dans les pays qui furent jadis des pays colonisateurs. Et la situation de ce patrimoine pose un réel gros problème, parce que nous sommes dans une situation étrange où sur le continent, la majorité du patrimoine de l'époque précoloniale se trouve à l'extérieur du continent. Mais c'est aussi les restes humains. Parce que quand on suit la mémoire de ces masques, quand on remonte le fil de la traçabilité, on se rend compte de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, que pendant un temps fou, des scientifiques se sont fait livrer des corps par milliers, qui ont servi à élaborer des théories et Des des corps d'Africains. d'Africains, de Maoris, de ce qu'on appelait l'autre, en fait. Et là encore, Et l'autre, c'est le nom blanc. c'est le nom blanc et surtout le nom mâle blanc, parce que souvent la norme était surtout, ça reste encore un débat qui est toujours là de toute façon, et que ces stéréotypes ne sont pas juste une croyance populaire, c'est-à-dire ce sont des choses qui ont été élaborées et qui ont été enseignées à des générations. Et ici, on remonte dans l'histoire pour voir effectivement à l'œuvre un espace comme celui-là aussi. Alors, l'autre chose, c'est aussi, je dirais, au-delà de la représentation, c'est l'histoire. Comme je l'ai dit, c'est l'anthropologie, mais c'est aussi les douleurs et les violences que les peuples ont vécues, surtout les peuples dominés, dans ce cas précis, l'Afrique, Dorcy. Oui, l'Afrique telle qu'elle est, c'est aussi une Afrique qui se bâtit en partant justement d'une période qui a été une période de ténèbres, en fait, à vrai dire. On ne peut pas appeler autrement l'aventure coloniale en Afrique. Partout où elle a été, elle a décimé des cultures, mais aussi saccagé des communautés et traumatisé aussi des êtres, des hommes. Donc, ce sont des stigmates du passé qui, qui ont toujours encore quand même une résonance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas comprendre réellement la situation de l'Afrique sans remonter dans le temps et se poser des questions justement d'où ça vient. Même tout simplement cette géographie, ce découpage du continent en 54 pays, d'où ça vient, ces pays qui sont coupés à la latte, presque avec des lignes droites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas totalement dire que c'est un À passé qui est Berlin, congédié. ouais, À Berlin, on décide du conférence sort de de Berlin. l'Afrique Ben oui, sans connaître les réalités du terrain. totalement. Et donc, il y a aussi une conséquence de ça, parce que les populations qui sont même venues après la colonisation, après les indépendances, c'est-à-dire que le passé a quand même continué à peser sur le présent. Et pour l'exorciser, nous sommes obligés à un moment donné de regarder ça de près. Alors, ce que vous venez de dire, justement, ça rejoint cette question que je vais poser par rapport à la manière dont ce passé a été, les Africains ont incorporé ce passé, je dirais, à leur présent, à leur réalité, et que parfois c'est très compliqué ou difficile de s'en défaire. Bien sûr. C'est peut-être pas ça même la chose la plus difficile. L'un des personnages qu'on trouve justement dans la performance est un jeune Africain qui rentre dans ces musées pour y trouver des réponses par rapport à son passé, pour se connecter avec ses ancêtres. Mais comme il est tel que je l'ai imaginé, ce jeune homme a été moi à une certaine époque. J'ai visité le musée de Tervuren en 95
une partie quand même assez consistante et importante de l'histoire de mon pays, et je l'ignorais. Mm. Et je pensais que c'était là, effectivement, que je pouvais me connecter avec cette histoire. Et au fond, quand on y arrive, les choses sont présentées d'une certaine manière qui permet d'indiquer une lecture et un regard qu'on leur porte. Et donc ça, c'est... et ce qui est assez l'enjeu, c'est que génération après génération, les Africains eux-mêmes finissent par incorporer toute un logiciel de présentation de l'homme africain ou de l'Afrique ou des autres, en De fait, leur finalement. réalité. Ouais, ouais. Mm. Alors, mais l'autre chose, c'est aussi, quand on remonte dans l'histoire, c'est comment est-ce que des théories, je dirais, racistes ont été fabriquées, Ouais. juste à partir du fait que l'homme occidental, le mâle occidental, pensait être, je dirais, Dieu ou presque Dieu à l'époque. Évidemment, c'était très intéressé. Cette manière de présenter les hommes répond souvent à des intérêts bien sentis, a pu justifier l'invasion de contrées et leur exploitation, en disant que c'est pour leur bien, Il se poursuit évidemment. jusqu'à aujourd'hui. Il se poursuit, mais juste pour prendre un mot qui fut celui de la conquête française, par exemple en Algérie, ça a été commencé par une parole de Ferry qui disait les races supérieures ont un droit, un devoir de civilisation sur les races inférieures. C'est comme ça qu'il justifiait l'aventure coloniale quand la France allait rentrer en Algérie. Mais c'est un alibi, parce que les réalités étaient beaucoup plus prosaïques. Il s'agissait de s'emparer des terres, de richesses, mais tout ça, pour y arriver, on a dû élaborer des théories qui restent toujours en vigueur. Qui restent toujours en vigueur. Au nom d'une science folle, ce ne serait pas si grave si ça n'avait pas été enseigné aux gens. Même si aujourd'hui cet enseignement est dilué, mais il reste, la matrice reste. Mais alors, l'autre chose, c'est quand on arrive dans la représentation, je me rappelle de ce fouet que l'actrice principale donne au jeune homme, à l'acteur Oui. principal. Quel était le message essentiel, cette partie qui m'a marqué, quel était le message essentiel? C'est parce que le masque n'a pas fait cette traversée, n'a pas fait cette éducation, il vient de loin. Et donc, c'est presque comme l'arbre planté qui permet de voir que les choses sont penchées, la verticalité. Et donc, le masque est un peu fâché contre ce jeune homme et qui aime bien, châtie bien. C'est-à-dire que ce qui va démarrer là, c'est un travail d'initiation. Le masque se fâche contre lui de lui dire, mais comment ça? C'est ici que tu viens chercher réellement le lien avec tes ancêtres? Non, non, c'est pas ici. Ceci est le dernier stade d'une entreprise de démolition. Et donc ce coup de bâton qui n'est pas fait pour mutiler, mais voilà, pour réveiller en fait. C'est ça l'idée. Pour réveiller ce jeune homme, pour qu'il considère les choses et aille un peu plus loin que ce qu'on lui montre. Et se pose réellement des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a des œuvres qui sont présentées à côté d'un éléphant empaillé? Quel est le message? Où est le lien entre les deux? Est-ce qu'au Louvre, on trouve des ours et des loups à côté de la Mona Lisa de Da Vinci? Pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que cette curation particulière? Et donc, il y a une forme d'interpellation. Et cette interpellation, parce que c'est quand même, on est dans un jeu dramatique aussi, et ce n'est pas que par les mots, aussi c'est un contact physique. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette violence à travers cette histoire, des théories racistes qui ont été créées, élaborées, qui ont donné naissance à tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On a vu des photos, par exemple, en face de moi, ou des mains coupées. Il y a eu cette violence
physique, mais psychologique, mental aussi. Bien sûr, bien sûr. Il y a dans la première galerie, par exemple, un écriteau qui est là, que j'ai reproduit textuellement et qui se trouve exactement dans le musée de Tervuren. Moi, je suis resté sous le choc en le lisant, parce qu'il porte le titre Profanation. Mm. Et il y est dit expressément que certaines pièces ont été exhumées de tombes qu'il a fallu trouer. Donc, quand on choque une communauté, en allant rompre son sacré, quand on désacralise et qu'on dévitalise, et même on avilit le corps humain, à tel point on raconte le traitement qui a été réservé à Sarji Batman, ce qu'on a appelé la Vénus autantote, où le dernier homme empaillé a été enlevé des musées dans les années 70, en Italie. C'est-à-dire que dans les musées occidentaux, il y avait encore des hommes empaillés. Jusqu'à 1947, dans le musée de Hobart, en Tasmanie, la dernière Tasmanie, c'est-à-dire qu'on a exterminé toutes les populations de cette île et la dernière était exposée debout dans le musée jusqu'à 1947. Donc ce sont des choses qui sont encore contemporaines. Et un tel choc est un choc psychologique absolument violent et qui fait des dégâts qui ne peuvent pas s'arrêter comme ça spécifiquement sur une seule génération en fait. Et dans la conception de toutes ces théories, on constate que le mâle blanc se voit tellement important à un niveau où on compare même les cerveaux. Le cerveau de l'homme blanc qui est plus grand, parce que plus intelligent que le cerveau de l'homme noir et de la femme. Oui, oui, oui. Bon, après, quand on dit, c'est en termes de générique, c'est comme Oui. ça que les scientifiques l'ont déterminé que l'homme blanc, tous les hommes blancs de l'époque, il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs se sont battus contre ça. Je veux d'ailleurs leur rendre hommage, ceux qui ont révélé, par exemple, la plupart des crimes, comme l'Irlandais Roger Hesmond et d'autres. Mais les normes qu'on a édifiées là, ont mis des catégories qui présentaient effectivement les gens et les races et les sexes en leur attribuant des qualités physiques et moraux. Et ce sont des choses que nous subissons encore aujourd'hui. La société, c'est un patriarcat très fort et qui a dû se justifier et expliquer, par exemple, quand on est à la fin du 19e siècle, c'est comme ça qu'on expliquait pourquoi les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et d'autres choses dont qui lui étaient interdites. Pourquoi elle était un être mineur, qui ne pouvait pas se déplacer, ne pouvait pas faire un business tout seul, sans avoir l'aval ni de son frère, ni de son père ou de son mari. Et donc, mais ça a été élaboré, théorisé. On a tenté une démonstration de ça. Parce qu'il est question tout simplement de domination. C'est une force de labeur qu'on voulait mettre justement sans droit. La même chose que les peuples colonisés, parce qu'il s'agissait aussi de leur prendre leurs terres sans leur donner la moindre responsabilité et que cette architecture mentale, il fallait l'élaborer pour la justifier. Et la société aussi était organisée dans ce sens, en respectant ces catégories. Cependant, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un boomerang aussi. On a enseigné la craniométrie jusque dans les années 40. Pourquoi? Parce que c'est une science dont se sont emparés les nazis. Le scientifique qui faisait faire ça, par exemple, si on se met dans le cas de l'Allemagne, qui s'appelait Eugen Fischer, s'est fait envoyer des corps de Herero, par exemple, de Namibie. Ce sont ces travaux qui ont inspiré le jeune Hitler quand il était dans la prison après son coup d'État à Munich. Et c'est les travaux du professeur Fischer qui lui ont permis d'écrire Mein Kampf. Et les nazis, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont donné au professeur Fischer de créer la politique d'hygiène nazie et il a commencé à mesurer les Européens. À dire, ceux qui doivent être les chefs,
ceux qui doivent être les subalternes et ceux qui doivent périr et disparaître. Et donc, c'est pas une chose anodine. Elle a détruit des parties et des contrées entières du monde, pas seulement en Afrique, y compris en Europe aussi. Donc, ces théories qui étaient censées être, je dirais, contre les autres, c'est retourné contre, je dirais, cette société-là occidentale, même si ce Oui. n'était pas toute la société dans son ensemble. Oui, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde qui était là, qui est fait justement dans une idée de conquête de biens. Il y a toujours quand même derrière des intérêts bien sentis. C'est-à-dire, c'est la corruption de la science au service d'intérêts et de profits bien réels. Et ça nous amène à nous poser la question justement sur ce qui se passe encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui revient de regarder les choses dans leur structure et dans leur architecture. Ici, on pose la question de la curation. Comment les choses, on les présente? Et cette présentation des choses, même quand il n'y a pas un mot qui est dit, est un récit. Et ce récit est aussi une éducation. Consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment. Nous sommes éduqués à regarder d'une certaine manière. Quand aujourd'hui un joueur de football africain va dans un stade et qu'on lui jette des bananes, ça ne leur vient pas comme ça, c'est un fil. Ça vient de quelque part. Ça vient d'une éducation. C'est parce que cette proximité a été enseignée et élaborée et théorisée. Alors, quelque part, on parle de l'esprit des ancêtres qui ne meurt jamais. Oui. Et là, je reviens on retrouve Malan et d'autres acteurs, pour l'illustration d'une certaine identité, je dirais pas retrouvée, mais de se projeter vers l'avant entre ce que l'histoire a été et ce qu'elle est aujourd'hui et de se projeter vers le futur. Quel est le message essentiel à travers, je dirais, la quatrième scène de cette représentation à Dorcy? En fait, on ne sait toujours pas quoi faire d'une certaine chance, on ne sait pas quoi faire d'un traumatisme, comme on ne sait pas quoi faire du passé. On ne peut pas totalement tourner la page parce que il est quand même toujours là. C'est la réalité de l'Afrique. On a mis en scène un village à moitié détruit. C'est aussi la réalité de ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fera de ces cultes qui n'existent plus? Donc c'est une réflexion qu'on ne peut pas totalement expédier comme ça. Et moi, je préfère qu'elle appartienne à chacun, de se poser, de méditer sur le passé, le présent et le futur, le lien qui nous lie aux morts, sachant que moi, je ne prône pas un retour au passé, c'est impossible. J'ai bien conscience que je suis totalement différent de mon grand-père. Même si je suis la chair de sa chair, nos réalités sont totalement différentes. Nous ne vivons pas la même vie. Moi, je n'ai pas de vache chez moi que je dois amener paître. J'ai d'autres problèmes. J'ai des smartphones. Donc, donc, ce serait inutile et vain de vous prétendre pouvoir retourner vivre comme vivaient nos ancêtres. Par contre, quelque chose s'est transporté. Et c'est ce lien qu'on essaye justement d'inviter le visiteur à chercher, et de le chercher en lui, et le public aussi. Ça répond à la question où le masque lui dit non, c'est pas ici que tu vas trouver réellement le lien qui te lie à tes ancêtres. Et donc, les choses peuvent changer, il y a une dynamique du temps, mais les valeurs peuvent se transporter. Et ce sont ces valeurs, en étudiant le passé, en étudiant les cultures, en essayant de rompre la césure, la cassure, qu'on peut trouver comment poncer les plaies de l'histoire. Alors, et comment pouvoir déconstruire ce qui a été installé à travers, je dirais, des générations, des siècles, ce qui a été installé de façon inconsciente et qui est source de problèmes, source de tensions, source de violence, même psychologique jusqu'à aujourd'hui, Dorcy. Alors c'est précisément, moi je viens du monde du récit, du verbe, donc du théâtre. Et c'est la première fois que je cherche un lien, une discipline
Donc cette œuvre, elle est mixte en fait, elle est presque un enfant bâtard entre les arts visuels et les arts vivants. Euh, Pourquoi? Parce que la- les arts visuels permettent réellement de tenter une déconstruction, mais une déconstruction presque architecturale. On prend un musée, on le coupe en quatre et on en montre les parties cachées, quasiment. Donc on déstructure même la pensée qu'on trouve dans ces musées. Ici, on invite le spectateur à regarder depuis l'extérieur. Pourquoi? Parce que certaines pièces comme celle-ci dans laquelle nous nous trouvons, ou la précédente, sont dans un angle mort des récits officiels. On ne les trouve pas. On ne les trouve pas dans les encyclopédies, on ne les trouve pas dans les livres d'histoire que l'on enseigne aux enfants. Et donc l'histoire passe comme ça. Et donc le masque, quand il y arrive, il invite le spectateur à regarder presque comme on regarde par le trou d'une serrure sur une vérité cachée. Et cette vérité cachée, quand on met de la lumière dessus, elle donne un autre sens sur ce qu'on nous montre. Elle nous montre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est important que nous puissions comprendre quel était l'objectif finalement d'aller piller la totalité presque du patrimoine du continent. C'était justement pour l'élaboration d'une vision eurocentrée du monde. Et ce travail, nous devons tous le faire. Nous devons le faire de manière à renouveler notre regard sur les choses. Le regard aussi s'éduque. Nous avons été éduqués à regarder d'une certaine manière. Nous avons été éduqués à nous considérer même nous-mêmes d'une certaine manière. Même le terme que nous utilisons, je le dis parfois souvent et les gens semblent étonnés, nous disons nous-mêmes nous sommes des Noirs. Moi, je viens d'une culture, d'un pays où il y a quasiment une monoculture, une langue. Ce terme n'existe pas dans la langue du Kinyarwanda. Pourquoi? Parce que ce n'était pas un marqueur d'identité. On ne se regardait pas en se disant, tiens, nous sommes noirs. Au contraire. Et ce thème est apparu quand ce sont les autres qui nous ont regardés comme ça. Parce que ce regard, pour eux, nous étions les différents. Parce que la norme n'était pas nous, nous étions au-delà de la norme. Et donc, cette question, si je rencontrais mon grand-père et que je voudrais lui dire, nous les Noirs, je n'aurais pas des mots dans lesquels lui dire, parce que dans la langue de Kinyarwanda, je ne trouverais pas le mot pour le lui dire. Et donc, je pense que le travail réellement de déconstruction passera nécessairement par reposer un regard neuf sur les choses, repenser la nomenclature des choses, se remettre dans le reset somehow, quelque part apprendre à désapprendre. Et l'autre chose de ce que vous venez de dire, par exemple, on a ce slogan Noir et fier de l'être, sauf que si on remonte un peu la ligne vers le passé, c'est comme si on a fait dire aux Noirs de choisir comment eux-mêmes ils doivent se regarder d'une manière. Peut-être qu'il a fallu un certain temps, surtout dans des sociétés de ségrégation comme en Afrique du Sud ou aux États-Unis, de passer par là, mais comme une nécessité, mais en soi, ça ne peut pas être une finalité. Nous n'avons rien à prouver à personne. Ah non. Il n'y a aucune nécessité que nous soyons là à déclamer que nous sommes grands, que nous sommes beaux. Il n'y a pas de besoin de ça, puisque c'est là, en fait. Et donc, et c'est ce qu'on voit, en fait, quand on étudie ces cultures, on voit des hommes, des femmes qui étaient eux-mêmes souverains dans leur manière d'être. Quelque part, vraiment, moi, c'est ce que je crois. Je crois que les passions, les excitations identitaires sont un gouffre, sont un cul-de-sac. J'entendrais un blanc dire fier d'être blanc, que ça me poserait vraiment, je me dirais, mais sois fier d'avoir réalisé quelque chose plutôt. Et pourquoi est-ce que... Et donc, je ne pense pas que ce soit une voie pour nous non plus. Nous sommes fiers de ce que nous réalisons. Nous n'avons absolument du tout rien à prouver. Cette chose-là, c'est celui qui pense que les Noirs ne sont pas ci, ne sont pas ça, qui est dans le problème et qui est dans le doute.
Alors, dans cette représentation, on va finir là-dessus, la reste suprême. Ce qui est intéressant au-delà de toutes les installations, c'est aussi les techniques qui sont utilisées, Hmm. les techniques, les technologies, les matériaux. Pourquoi c'était important d'allier tout ça? C'est important d'utiliser les moyens de nos contemporains pour les entraîner aussi dans des formats, mé- dans des médias qui sont les leurs, en fait. Et c'est toute la fonction de l'art. C'est-à-dire que ce qu'on apprend ici, on pourrait en apprendre beaucoup plus euh, dans un amphithéâtre d'université ou dans un grand livre. Mais ce ne sont pas des formats qui permettent de vulgariser. On peut aller vraiment dans une bibliothèque et trouver des livres qui reprennent ces théories. Sauf que choisir un autre médium permet de l'appréhender différemment. Mm. Donc, les gens viennent ici, une bonne partie d'ailleurs ont leur smartphone, ils filment, d'autres regardent. On change aussi le rapport du public. On- Moi, je cherche à renouveler la manière, quand on est au théâtre, par exemple, on est assis confortablement, les choses sont vous présentées comme ça. Ici, c'est différent. Le spectateur se trouve dans une dynamique. Il peut changer d'angle, il peut changer de perspective. On utilise les technologies qui sont d'aujourd'hui pour montrer une réalité d'hier, mais parce qu'on s'allie les outils que l'on a. Les outils ne sont pas un problème en soi, mais c'est le contenu. On essaie La deuxième raison, c'est qu'on essaie vraiment. Moi, j'essaie de faire vivre au spectateur une expérience. Si il vient 2 fois, 3 fois, ce ne sera jamais le même spectacle. Peut-être un jour, il va rentrer dans cette galerie où il ne rentre pas, où le masque va sortir et l'interpeller. Et cette part active du spectateur fait partie de la donne. Et c'est quelque chose de vraiment super important, qu'on soit dans cette chose qui permette aussi de travailler et de ne pas être dans une forme d'entertainment. Ce n'est pas du divertissement. C'est pas, vous allez vous asseoir à bas et on va vous faire euh, juste vous avez un agrément de soirée. Non, c'est une histoire qui n'est pas violente en soi, c'est ce que décrit qui est violente, mais qui... Je me suis très content, par exemple, que viennent des adolescents ici, qui peut-être ne le liraient pas si on écrivait un livre sur ce qu'il y a ici, mais dans une autre interactivité, sont happés par ça. Et peut-être qu'après, ils vont aller lire un livre alors. Dorcy Rogimba, merci. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le créateur des restes suprêmes. Merci de nous avoir accordé de votre temps et pour cette interview. Merci, Bob.